Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va entamer un sujet qui fâche. Et on va prendre pour exemple l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Mais avant, je voudrais vous brosser un petit aperçu de ce que c'est que l'ONU. Mais vraiment très bref. Je vous mettrai des sources en dessous et celles et ceux qui s'y intéresseront iront fouiller. Mais ce qu'il faut savoir de l'ONU, c'est que l'ONU a été pondue par la Société des Nations. C'est-à-dire que l'ONU, la Société des Nations, autant pour moi, c'est l'ancêtre de l'ONU. Une fois que notre bien-pensante avait décrété que la Société des Nations avait des limites, ils se sont dit, tiens, on va pondre quelque chose de meilleur pour le bien-être de tous. Ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que les gens comme les Cecil Rhodes, dont beaucoup peut-être ne savent pas l'histoire et le passé sulfureux, les gens comme les Cecil Rhodes sont à l'origine de la Société des Nations. Et c'est derrière cette Société des Nations qu'est née l'ONU avec les héritiers de Cecil Rhodes et donc de la continuité de ses activités. Il faut savoir que l'ONU avait pondu une charte, disons, la Société des Nations avait pondu une charte qu'ils appelaient la charte de l'impérialisme lors d'une conférence, la conférence de Berlin, une conférence où ils avaient décidé de se partager ce qu'ils appelaient le gâteau africain. C'est pour ça que les pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée, tous ces pays que vous connaissez là, n'ont pas été, leurs noms n'ont pas été donnés par les personnes qui y habitent. On les a informés que désormais, votre pays portera tel nom. Et ce sont des gens qui ne connaissaient pas ce continent, qui ont décrété et qui ont décidé de le diviser à l'insu des compositions culturelles de ce milieu. Voilà. Donc, l'ONU, lors de la société, lors de la conférence de Berlin, autant pour moi, je vais également vous mettre une liste des pays qui avaient assisté, mais j'ai quand même pris la peine de noter quelques-uns parce qu'on n'en parle pas souvent. Il y a des pays comme, il y a des empires comme l'Empire ottoman qui faisait partie, la Russie, autant pour moi, qui faisait partie, la Suède, Norvège, le Portugal, les Pays-Bas, l'Empire austro-hongrois, bien sûr la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, je ne sais plus. Mais il y avait pas mal de pays qui s'étaient lancés dans ce partage du gâteau africain. Alors, on nous vend au jour d'aujourd'hui l'ONU comme quelque chose qui s'occupe des droits de l'homme. Intéressez-vous à l'historiographie, autant pour moi, de la Société des Nations. Pourquoi est-ce qu'elle avait été conçue? Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? Ils disent que c'était pour pallier aux guerres qui existaient, aux guerres intestines qui existaient entre les pays impérialistes, on dira ça comme ça. Donc, entre eux, ils voulaient se trouver un terrain d'entente. Ils se sont donc mis d'accord, au lieu de se faire la guerre, de s'accorder dans une organisation bien structurée et de discuter de qui aura quoi. D'ailleurs, c'est ça qui a été plus tard à l'origine des guerres qu'on a vécues parce que l'Allemagne se sentait lésée car il y avait l'Angleterre qui avait pris les 2 tiers du gâteau quand même, hein, et la France qui s'était contentée d'un tiers du gâteau, le gâteau africain. Et donc plus tard, ça a occasionné ces guerres qu'on nous a vendues comme une guerre contre le nazisme et une guerre pour la liberté des êtres humains, une guerre pour la justice. En fait, derrière ces guerres, c'était tout simplement des industriels, des entreprises. D'ailleurs, parlant de ça, je suis tombé sur un post
qui parlait et qui montrait, en fait, qui mettait en évidence la construction qui a été faite pour que les entreprises privées soient associées ou assimilées à des États. Donc, depuis qu'on nous vend nos pays, nos États, nos nations, comme des États avec une structure homogène, excusez-moi, en réalité, c'est quelques individus qui ont fait cette construction pour pouvoir asservir celles et ceux qui s'y trouvent et les exploiter. Ben, comme on le sait maintenant, nous sommes mis en esclavage depuis l'avènement du commerce et de la monnaie. Donc, tout le monde le sait maintenant. Je voulais donc parler d'un petit détail qui m'a marqué. Imaginez-vous que derrière les nations, la Société des Nations, il y a eu ce qu'ils avaient appelé la charte de l'impérialisme. Je l'ai sortie, j'aimerais que vous allez la regarder de nouveau. Vous tapez sur Internet la charte de l'impérialisme, vous ne la loupez pas. Ça avait été pondu par ces pays à l'intérieur de ce qu'ils appelaient la Société des Nations. Alors, l'une des têtes pensantes de la Société des Nations, Cecil Rhodes, son souhait, c'était de vider l'Afrique de cette race de dégénérés, d'accord, pour pouvoir la mettre à disposition de ce que lui, il appelait la race civilisée. Bon, ça déjà, c'est une chose. Mais le lieu où ça s'est passé a disparu. Je suis tombé sur un post d'un confrère que je vais vous mettre en lien, vous allez regarder, c'est quand même intéressant. Imaginez-vous que le lieu où le destin de tout un continent, quand je parle d'un continent, je pense même que c'est le destin, une partie du destin du monde, a été décidé. Il n'y a rien pour pouvoir, comment on appelle ça, commémorer cet acte-là. On a des lieux de commémoration sur les guerres, sur des génocides, mais celui-là, non. Donc, je suis tombé sur un confrère qui a fait un post sur ce sujet que je vais vous mettre. Donc, le lieu où ça s'est passé, les immeubles ont été cassés. C'est remplacé par un très beau jardin public. Et j'avais fait d'ailleurs un post là il y a longtemps où je disais que si on passait le temps, de temps en temps, parce que passer le temps c'est bien trop dit, à expliquer aux gens la réalité des faits, je pense qu'on ne se retrouverait pas en train de se faire la guerre. Voyez-vous? La mentalité qu'on a induite dans la tête d'une bonne partie des Africains, c'est que le blanc, c'est l'être à abattre. La mentalité qu'on est en train d'inculquer et induire à ce qu'ils appellent les souverainistes ici, les identitaires ici, c'est que l'immigré, c'est l'homme à abattre. Quand on observe cette situation, on se rend bien compte que c'est l'ignorance, et rien que l'ignorance, qui amène à des cas pareils. Si l'Africain qui déteste actuellement et qui dit que l'occidental, les occidentaux, ce sont des personnes à abattre, s'il connaît l'histoire, son langage va changer. Si les occidentaux qui voient derrière l'immigré un ennemi, comprennent ce qui se passe, leur humanité ne sera pas pareille. Donc, cette histoire du lieu où s'était passée la conférence de Berlin de 1884, que je dise pas de bêtises, 1880 quelque chose, 84 je crois, 80, oui, que je dise pas de bêtises. Si on expliquait aux gens l'histoire de la division et du partage de l'Afrique et des conséquences que cela a entraîné, je pense que beaucoup de gens comprendront la psychologie qui peut habiter ces personnes-là.
Donc, les gens voient la société, l'ONU maintenant. Les gens voient l'ONU comme une bonne chose. Donc, le post que je vais vous partager vient juste confirmer ce que beaucoup ont déjà dit. L'inversion des valeurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous présente comme positif, en fait, il faut le voir à l'envers. Comme on parle le langage comment dirais-je, l'analyse qu'on a des journalistes. Qu'est-ce qu'on dit? Que quand un journaliste, ses collabos disent quelque chose, il faut exactement comprendre l'inverse. Ou il faut lire entre les lignes. Voyez-vous? Et donc, la Société des Nations qui est devenue l'ONU, qui est en réalité la même chose, est une arme que l'oligarchie mondialiste qui a servi les peuples utilise. Hein. C'est comme le Fonds monétaire international, le FMI. Il vous présente le FMI comme une agence de régulation et d'aide au développement. C'est tout le contraire, mais vraiment tout le contraire. Les trois quarts des organisations humanitaires qui nous présentent comme telles, c'est exactement le contraire qu'ils font. Donc, ce poste me permet juste de mettre, une fois de plus, un clou dans les propos que je ne suis pas le seul à tenir, hein, mais dans les propos que nous disons par rapport au fait que nous fassions confiance à ces structures, à ces organisations, à ces structures étatiques, à ces organisations internationales. Même les cours pénales internationales sont là pour c'est des leurs. On a vu le cas de Laurent Gbagbo, par exemple. Donc, je partage et je vais partager un post avec vous. Serrez vos ceintures. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez ça, mais ce n'est jamais agréable. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous dis bon courage. À tout à l'heure. Allez, bisous, bisous. Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Célia de La Varenne, qui est journaliste pour plusieurs médias français à New York, qui a participé à 7 missions de l'ONU. C'est l'auteur d'un livre qui sort aux éditions Ballant, Les étoiles avaient déserté le ciel. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'inviter. Alors ce récit, il va du Cambodge au Timor, de la Bosnie au Libéria. Il raconte souvent le dessous des cartes de ces missions de l'ONU. Ce n'est pas très reluisant, il faut bien le dire. Vous avez notamment été très investi dans la lutte contre le trafic sexuel, contre les abus sexuels dans des zones à risque. Vous parlez notamment dans les 2 chapitres sur la Bosnie et le Libéria. Évidemment, ce sont des choses qui ont beaucoup touché l'ONU ces dernières années, notamment en Centrafrique. D'après vous, une question très simple mais difficile, est-ce que l'ONU se soucie véritablement de cette question? Bon, moi, je vais me faire des ennemis. Non. Non. Parce que si l'ONU s'en souciait, vu le nombre de fois où, à mon petit niveau, j'ai dénoncé ce genre d'agissement, ces abus, je dirais, on aurait fait quelque chose. Or, on n'a rien fait. Je me souviens, en rentrant de Bosnie, j'étais passé voir le patron des opérations du maintien de la paix, qui était monsieur Jean-Marie Guéhenno, et je lui avais dit, écoutez, si vous voulez, le programme que j'ai créé en Bosnie, on peut le dupliquer sur pas mal de missions. Et je peux vous assurer, je ne dis pas qu'il n'y aura plus du tout d'abus sexuels, mais en tout cas, ça deviendra beaucoup plus difficile. Il m'a regardé, il m'a dit, ben non, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Peut-être que ça va empêcher les casques bleus d'exercer leurs droits de l'homme. Alors je vais demander quand même ce qu'il en était des droits des gamines et de ces jeunes femmes qui sont utilisées par les casques bleus, mais pas seulement, par les organisations internationales, j'attends une réponse. Alors d'après vous, est-ce que c'est parce que ça peut compromettre la diplomatie dans certains cas? On voit que vous avez un caractère bien trempé à travers votre récit. C'est des missions délicates dans des pays qui sortent de conflits, où le conflit est parfois encore là, et on se dit finalement que les questions d'abus sexuels par des soldats, c'est pas si grave.
Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ce que je suis. Tout à l'heure, je vous parlais d'un truc, je vous disais de lire entre les lignes. Alors, les gens se plaignent en disant qu'on nous cache tout. En fait, non, on ne nous cache pas tout. On met tout à notre disposition, mais les gens feignent ne pas voir ou refusent de voir. L'histoire, vous avez compris la formule, la tournure de style que le journaliste utilise déjà pour poser des questions. Ça dit que on a l'impression que pour lui, c'est quelque chose de discutable, c'est quelque chose de négociable, c'est quelque chose qui peut être compréhensif. Ça dit que de manière indirecte, ces propos peuvent laisser à penser qu'il y a plus important que s'occuper de dénoncer la pédocriminalité. Et les amis, il y a un truc qui n'arrête de me scotcher. C'est pour ça que j'avais dit, et je le redis encore une fois de plus, je tombe sur quelqu'un qui est en train de violer, d'abuser d'un gamin, je le tue. Pour moi, c'est la loi de la Torah. Pour moi, c'est la loi du tarot, autant pour moi. Avec ce genre de truc, il n'y a pas de demi-mesure. J'ai des amis qui ont été en mission avec les casques bleus et qui me disaient qu'ils allaient dans des camps de réfugiés donner des chocolats. Vous imaginez des plaquettes de chocolat aux gens et ils se faisaient sucer à travers les grilles. Vous imaginez? Attention, quand tu avais 15 ans, tu étais vieille. Donc, ils donnaient des barres de chocolat aux gens qui manquaient de faim et qui laissaient que leurs gamins, garçons comme filles, aillent sucer des gens qui sont censés les protéger. Donc, quand ce monsieur, je vous demande de réécouter bien ce qu'il aura dit. Quand ce monsieur formule ces phrases, écoutez bien comment il parle. Allez, on continue. Écoutez, moi, je pense pas de cette façon-là. Je pense que... J'ai bien compris, mais est-ce que vous pensez que c'est ça non. Qui suscite ce genre de réponse? Alors, je suis pas sûre. Je me suis toujours demandé pourquoi. Alors, j'ai plusieurs... je ne dirais pas réponse, puisqu'on ne m'a jamais répondu. Je pense que dans un premier temps, l'ONU pense que si on prend des mesures, parce qu'on peut les prendre, ces mesures, pour que les soldats et les civils, parce qu'il y a aussi des civils, ne se comportent plus comme des voyous et comme des criminels, parce que dans certains pays, le viol, c'est puni de 15 ans de prison, ils n'auront plus, les pays contributeurs de troupes n'enverront plus de casque bleu. Ce qui me fait rigoler doucement, parce que pour chaque casque bleu, je ne me souviens plus vraiment de la somme, mais je crois que les pays touchent entre 1290 $ par casque bleu. Donc quand même, ça rapporte, d'autant que le soldat va être payé 20 $ par mois. Ça, c'est un délire. Alors, ça revient à ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est-à-dire que l'ONU, c'est l'ancêtre de la Société des Nations. Et la Société des Nations a été officiellement vendue comme étant une structure qui devait servir à réguler et à créer la paix entre des pays en guerre. Et je vous dis, faites toujours, observez, regardez qui sont les pays en guerre, pourquoi ils sont en guerre. D'accord? Donc, cette société dite humanitaire qui est censée jouer un rôle d'équilibre au niveau international, en réalité c'est un mensonge. Depuis le début, cette société a été organisée pour que les puissants s'entendent entre eux. Je dis bien les puissants s'entendent entre eux, se fassent moins la guerre pour aller détruire les autres en fait. Voilà la véritable origine de la Société des Nations qui est devenue au jour d'aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique de combattre ces agissements, mais ce qui, moi, me met hors de moi, c'est que dans ces pays où l'ONU est envoyée pour pour aider ces populations qui sortent de conflits ou de guerres et qui sont complètement démunies, c'est comme si on disait au casque bleu, de toute façon, ce sont des filles, on s'en fiche. Eh ben non, on ne s'en fiche pas.
Alors, il y a deux choses, comme vous dites. Il y a le fait que vous êtes dans des pays où les abus sexuels, le trafic est développé, mais il y a aussi celui dont profitent les casques bleus. On se souvient qu'il y a eu des cas en République démocratique Oui. du Il y en a Congo. encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Tous les jours. Est-ce que vous avez vous-même en mémoire des cas où le scandale a été totalement étouffé par l'ONU parce que ça aurait fait trop de vagues, Ah bah oui. par exemple? En Bosnie, nous avions... on avait fait un raid dans, excusez-moi, un bordel, et on avait trouvé 2 petites filles, mais vraiment 2 petites filles, 2 petites roumaines de 12 et 13 ans, ou 13 et 14 ans, je ne me souviens plus exactement. Et comme on le faisait d'habitude, c'était au petit matin, on les avait emmenées avec nous et on les avait emmenées prendre un petit déjeuner c'était à Tuzla. Et on les avait emmenées prendre un petit déjeuner dans la cantine de l'ONU. J'étais avec mes flics et tout d'un coup, je vois les 2 gamines qui se cachent sous la table. On se dit, c'est bizarre, et on regarde. Et on voit 2 soldats, pas de soldats, il n'y a pas de soldats, 2 policiers pakistanais. Finalement, on les fait sortir de sous la table et avec un interprète, elle nous raconte l'histoire. Ils avaient payé pour passer la nuit avec ces gamines, ils les avaient lacérées à coups de rasoir, forcées à avoir des relations sexuelles avec des animaux, et comme elles n'étaient pas assez dociles, selon eux, elles avaient été ensuite violées par les gardes du corps du trafiquant. Et vraiment, ça nous a donné la nausée. Donc, on l'a signalé. Moi, j'ai signalé à mon boss, Jacques-Paul Klein, qui était vraiment le chef de la mission et qui était dur, hein, et qui était furieux et qui voulait les virer, enfin les renvoyer. Bah, le lendemain matin, ils avaient quitté la mission. En catimini. Ah ben oui. Et... Oh, on les a jamais... Enfin, si, ils doivent être sur notre mission de la paix, hein, parce que ces gens-là, on les transfère. Alors, pourtant, on a vu le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, affirmer qu'il y aurait une tolérance zéro, qu'on allait nommer les... Non. Écoutez, moi j'ai vu arriver au Libéria une femme, la tête bien pleine de cette fameuse tolérance zéro. Alors évidemment, elle venait 3 jours à Monrovia, elle allait pouvoir repartir dans son petit bureau en disant « j'ai vu le Libéria ». Je lui ai posé des questions, je lui ai dit « écoutez, nous, quand on a quelqu'un qui viole une petite fille, il se passe quoi ?» C'était en 2004, nous sommes en 2016. J'attends encore la réponse. Rien, il n'y a rien. Le problème, c'est que l'ONU, en tant que telle, ne peut pas sanctionner. Il faut que ce soit les pays d'où viennent ces soldats ou ces policiers qui le fassent. Oui, c'est facile de dire ça, franchement. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il suffirait que l'ONU dise, bon, celui-ci, celui-ci, celui-là, allez hop, liste noire, vraiment. Et puis, plus jamais il ira sur une mission et fasse pression sur les pays quand même. Pourquoi peut-on avoir des gens qui commettent des crimes ailleurs? C'est un crime de violer ou d'acheter une gamine et de... Enfin, pour moi, c'est un crime. La Centrafrique. Alors, avant, excusez-moi, mais alors, je réinsiste, hein, je réinsiste bien pour vous faire comprendre quelque chose. En fait, là, on est en train de présenter l'ONU comme quelque chose, une entité qui est externe à ce qui se passe, qui est victime elle-même des personnes qu'elle emploie. Et donc, en fait, ce sont les personnes qu'elle emploie qui salissent l'ONU. Je vous explique et je vous redis que c'est le fonctionnement normal de l'ONU. L'ONU est une création maçonnique. L'ONU est une création qui est née pour succéder à la Société des Nations. L'ONU est une organisation qui est née et dont le but était de la continuité de la charte de l'impérialisme. Pour appliquer la charte de l'impérialisme, déjà que vous avez lu ce que ça signifie la charte de l'impérialisme, il y a ce qu'on appelle le mécanisme et les techniques de guerre. En Centrafrique, par exemple, on a assisté à des livraisons de cocaïne, de tout ce qui était stupéfiant, pour pouvoir rendre les civils, hein, la population civile, addicte à cette drogue-là, en les promettant de les trouver du travail. Les pauvres qui voyaient des organisations dites sérieuses s'intéresser à eux et les proposer du travail, à une seule condition,
qu'ils puissent se droguer. C'est quand même incroyable, hein. Mais bon, il y en a effectivement, malheureusement, qui sont naïfs. Donc, on vous drogue. Les gens qui vous droguent se droguent avec vous, bien sûr. Et une fois que on vous a rendu complètement dépendant et manipulable, ils vous envoient violer à votre tour et faire des crimes sacrificiels. Et comme ça devient banal. C'est-à-dire que ce n'est plus que les militaires les employés oh là là, ça me trouble. Ce ne sont plus que les gens de l'ONU, c'est-à-dire les casques bleus qui font ça. Donc, ça devient un truc généralisé. Ils ont fait ça en Centrafrique parce que, au début, plusieurs fois, les Centrafricains ont arrêté des gens de l'ONU. Il y a une information qui n'est pas sortie dans vos oreilles. Il y a un camion des gens des casques bleus de l'ONU qui avait été massacré. Il y a un qui a osé tirer et finalement, il y a eu, je ne sais plus ce qui s'était passé, il y a eu 2 personnes des Nations Unies qui sont morts là-bas. Le journal avait expliqué, les journalistes, les menteurs avaient raconté qu'ils avaient eu une embuscade entre une faction rebelle de la Centrafrique et les casques bleus et qu'il y a eu 2 morts au niveau des casques bleus. Or, en réalité, c'était les mêmes enfants, les drogués qu'ils avaient envoyés commettre les atrocités pour que leurs actes, eux, de criminels, de zoophilie, de pédocriminalité ne soient pas que attribués à eux et que ce soit généralisé. Je ne sais pas si vous voyez un peu le machiavélisme qu'il y a derrière. Hein? Donc voilà, on continue. Ça, c'est un détail qu'il fallait absolument que je donne pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. On en parle beaucoup, des scandales sexuels qui sont pas liés directement à l'ONU. On parle plus de suspicions contre des soldats français de cette mission. Mais il y a eu aussi, à la suite de cela, un scandale au sein de l'ONU en affirmant qu'un lanceur d'alerte, entre guillemets, Anders Kompass, un diplomate suédois, avait fait un rapport qui a été plus ou moins enterré. Pour vous, est-ce que c'est symptomatique des maux que vous dénoncez ? Oui, bien sûr. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, les abus sexuels, qu'ils soient de soldats, comme ceux de la force Sangaris et encore, ça a été beaucoup exagéré. Il y a une enquête en cours. En France, donc c'est un peu difficile d'en parler. Mais dans un premier temps, l'ONU s'est retranchée derrière en disant c'est pas l'ONU. Mais au même moment, il y avait une petite fille de 12 ans qui était violée par des soldats de l'ONU. Et toutes les semaines, il y a des abus sexuels commis par les gens de l'ONU. Alors moi, je dirais pas que ça me décourage, mais c'est facile, quoi. C'est facile. On peut faire quelque chose. Mais à quel niveau est-ce qu'il y a cette sorte de conspiration du silence que vous semblez dénoncer ? À tous les niveaux. Mais au plus haut niveau. Mais oui, d'abord, vous avez un secrétaire général qui s'est soucié il va faire 10 ans, oui. En 10 ans, il s'est beaucoup plus soucié de son image personnelle que de l'image de l'ONU. Il fallait pas, mon Dieu, il fallait pas qu'on parle de lui en mal, il fallait pas. Et c'est pareil pour tout. Plutôt que de reconnaître qu'il y a eu ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que ce serait à la gloire de l'ONU quand même. On l'étouffe. On peut faire un parallèle avec l'épidémie de choléra en Haïti. Pendant des années, l'ONU a nié que c'est des casques bleus népalais qui en étaient l'origine. Elle a fini par l'admettre. Là, elle propose 400 millions de dommages. Elle dit que son immunité serait en danger. Mais ce sont des foutaises, tout ça. L'ONU ne veut pas payer. Vous vous rendez compte ? Alors, concernant l'histoire de Haïti, on ne peut pas dire que c'était une erreur. En fait, les casques bleus là-bas, ils savent très bien que les Haïtiens boivent ou utilisent énormément l'eau de leur rivière. Il n'y a pas 1000 rivières là-bas, vous voyez ? Et en fait, les casques bleus, donc l'ONU, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déversaient leurs excréments dans la rivière. En fait, ça encore, on vous fait passer ça comme une erreur d'inattention, mais ils déversaient ça dans la rivière et ils savaient pertinemment que les Haïtiens lavaient leur linge, lavaient leurs assiettes, deux fois même puisaient cette eau pour aller la faire bouillir et la boire. Donc, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. On ne peut pas appeler ça les erreurs. Ce sont des actes voulus, programmés pour détruire les populations. Il faut que vous compreniez ça parfaitement. C'est pour ça que je vous dis, lisez entre des lignes. Si par exemple l'ONU devait payer les maires de Srebrenica, par exemple, pour ces massacres qui ont eu lieu sous
le regard de l'ONU impassible. L'ONU a même fourni les bus qui emmenaient aux Serbes, qui emmenaient les Bosniaques. Je veux dire, l'ONU serait, entre guillemets, ruinée si à chaque fois elle devait payer. Donc l'ONU ne veut pas payer, elle préfère s'en tenir aux dénégations. Non, il n'y a rien. L'ONU pense que ce qui n'est pas admis, peut-être, n'existera pas. Nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vous souriez, ça Oh, veut dire que vous adorez, donc vous avez peut-être de l'espoir que ces pages sombres se tournent. C'est un homme, je le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est un homme qui ne pratique pas la langue de bois, qui pendant 10 ans, en se battant pour les migrants et pour les réfugiés, À la tête du HCR. a prouvé que c'était vraiment un homme bien et qui disait ce qu'il pense. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il va devoir faire face à 193 pays, donc 193 patrons. Mission et si on va par là, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, on va encore rétrécir la Russie et les États-Unis. Donc, est-ce qu'il va pouvoir changer quelque chose face à des pays qui n'ont pas du tout envie que ça change? Je crois pas. Alors, FM Radio. Oui, d'abord, ils peuvent se rassurer parce qu'ils sont souvent fort connus. Mais malgré tout, c'est pas sorti Bluetooth mode. Ready for pairing. Connected. oui, alors, ce que je voulais dire concernant la manipulation, pour celles et ceux qui essaient de comprendre comment ça se passe, depuis le début, vous comprenez mon langage. Je vous explique que l'ONU, c'est une structure Machiavel. Chaque fois, on essaie de traiter, alors que Machiavel, c'était pas du tout l'image. Vous voyez, moi-même, je tombe dans le piège. Machiavel, c'est quelqu'un qui a dénoncé des trucs, et c'est lui qui a été diabolisé à la fin. Donc ça, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire que personne n'est à l'abri de ça. C'est-à-dire que la personne qui écoute ce reportage aura l'impression à la fin que, tiens, finalement, l'ONU peut faire quelque chose si l'ONU était améliorée. C'est exactement la même chose qu'on vend aux gilets jaunes ici en disant, eh ben, écoutez, si nous-mêmes nous nous occupons de notre constitution et que nous modifions les règles du jeu, nous serons mieux parce que c'est nous qui allons gérer. Donc les choses vont s'améliorer. Il y a une chose que vous devez comprendre. Un système qui est fait sur des bases de sang, de mal, ne pourra jamais changer, quel que soit ce que nous faisions pour l'améliorer. C'est-à-dire que c'est un système qu'il faut complètement virer. Ici, puisque l'ONU a été éclaboussé à plusieurs reprises partout par des scandales et que les gens ne font plus confiance à l'ONU. Je vous répète, les gens ne font plus confiance à l'ONU dans les endroits où ces choses-là se sont passées. Et donc, l'ONU perd sa crédibilité. Ici, on est en train de vous faire comprendre par des méthodes détournées que, ouais, ça dépendait des personnes qui géraient l'ONU, en fait. Mais que l'ONU, si elle est gérée, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, que si l'ONU est gérée par des gens qui sont bien, qui ont une bonne moralité, les choses se passeront bien. En fait, c'est faux. C'est pour continuer à vous tourner en bourrique. Vous allez mourir. Vos enfants vont arriver, ils vont voir les faits, ils vont espérer pareil comme on vous a fait espérer et ainsi de suite. Et les choses ne changeront jamais, mais alors à tout jamais. Concernant le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, j'avais été choisi. Parce que en fait, il faut aussi dire qu'il faut même pas une qualificative, il faut pas être qualifié spécialement pour pouvoir faire les missions du Haut Commissariat pour les réfugiés. Hein. Ils ont un budget qui les est alloué. Ils cherchent les personnes, n'importe qui. Du moment où tu as un permis et que tu peux te lancer dans une mission, en plus ce sont des zones dangereuses où ça tire. Vous êtes embarqué. Et de préférence, ils prennent des gens qui ne causent pas le langage, qui ne causent pas la langue utilisée à l'endroit où vous allez. Ça dit que quand bien même vous allez aller là-bas, et que vous allez essayer de savoir ce qui se passe, eh bien, puisque vous êtes bloqué par la communication, vous ne pourrez pas. Voilà. Donc, comprenez bien une chose. C'est vrai que ce documentaire dénonce, mais ce documentaire dénonce des choses qui sont déjà connues.
d'une. Et de deux, la finalité de ce documentaire, c'est de vous faire croire que l'ONU serait à même de faire quelque chose de positif. Or, les raisons pour lesquelles l'ONU, c'est-à-dire le fils de la Société des Nations, a été créé, c'était pour asservir le monde entier. C'est ce qu'il faudrait que vous compreniez. D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Pour votre témoignage sur la face cachée des missions des Nations Unies. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. Oui, alors, ce que je voulais dire concernant la manipulation, pour celles et ceux qui essaient de comprendre comment ça se passe. Depuis le début, vous comprenez mon langage. Je vous explique que l'ONU, c'est une structure Machiavel. Chaque fois, on essaie de traiter, alors que Machiavel, c'était pas du tout l'image. Vous voyez, moi-même, je tombe dans le piège. Machiavel, c'est quelqu'un qui a dénoncé des trucs, et c'est lui qui a été diabolisé à la fin. Donc ça, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire que personne n'est à l'abri de ça. C'est-à-dire que la personne qui écoute ce reportage aura l'impression à la fin que, tiens, finalement, l'ONU peut faire quelque chose si l'ONU était améliorée. C'est exactement la même chose qu'on vend aux gilets jaunes ici en disant, eh ben, écoutez, si nous-mêmes nous nous occupons de notre constitution et que nous modifions les règles du jeu, nous serons mieux parce que c'est nous qui allons gérer. Donc les choses vont s'améliorer. Il y a une chose que vous devez comprendre. Un système qui est fait sur des bases de sang, de mal, ne pourra jamais changer, quel que soit ce que nous faisions pour l'améliorer. C'est-à-dire que c'est un système qu'il faut complètement virer. Ici, puisque l'ONU a été éclaboussée à plusieurs reprises partout par des scandales et que les gens ne font plus confiance à l'ONU. Je vous répète, les gens ne font plus confiance à l'ONU dans les endroits où ces choses-là se sont passées. Et donc, l'ONU perd sa crédibilité. Ici, on est en train de vous faire comprendre par des méthodes détournées que, ouais, ça dépendait des personnes qui géraient l'ONU, en fait. Mais que l'ONU, si elle est gérée, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, que si l'ONU est gérée par des gens qui sont bien, qui ont une bonne moralité, les choses se passeront bien. En fait, c'est faux. C'est pour continuer à vous tourner en bourrique. Vous allez mourir. Vos enfants vont arriver, ils vont voir les faits, ils vont espérer pareil comme on vous a fait espérer et ainsi de suite. Et les choses ne changeront jamais, mais alors à tout jamais. Concernant le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, j'avais été choisi. Parce que en fait, il faut aussi dire qu'il faut même pas une qualificative, il faut pas être qualifié spécialement pour pouvoir faire les missions du Haut Commissariat pour les réfugiés, hein. Ils ont un budget qui les est alloué. Ils cherchent les personnes, n'importe qui. Du moment où tu as un permis et que tu peux te lancer dans une mission, en plus ce sont des zones dangereuses où ça tire. Vous êtes embarqué. Et de préférence, ils prennent des gens qui ne causent pas le langage, qui ne causent pas la langue utilisée à l'endroit où vous allez. Ça dit que quand bien même vous allez aller là-bas, et que vous allez essayer de savoir ce qui se passe, eh bien, puisque vous êtes bloqué par la communication, vous ne pourrez pas. Voilà. Donc, comprenez bien une chose. C'est vrai que ce documentaire dénonce, mais ce documentaire dénonce des choses qui sont déjà connues, d'une. Et de deux, la finalité de ce documentaire, c'est de vous faire croire que l'ONU serait à même de faire quelque chose de positif. Or, les raisons pour lesquelles l'ONU, c'est-à-dire le fils de la Société des Nations, a été créé, c'était pour asservir le monde entier. C'est ce qu'il faudrait que vous compreniez. D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Pour votre témoignage sur la face cachée des missions des Nations Unies.